Madame, Monsieur, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité gabonaise. Pour ce numéro, nous avons un invité qui n'est autre que le ministre gabonais des Transports, de la Marine marchande et de la mer, qui a accepté notre invitation. Il s'agit de Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, homme de corps d'armée d'ailleurs. Bienvenue à vous, Monsieur le ministre des Transports. Merci et je suis flatté de me retrouver encore sur le plateau que j'aime bien. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre des Transports, avec vous, on aborde un peu les questions liées à votre département ministériel. Peut-être d'entre deux jeux, nous dire dans quel état, sinon, dans quelles conditions avez-vous trouvé ce département ministériel lorsque vous arriviez? Merci. Bon, il faut dire que c'est un département déjà assez complexe. Ouais. Comme je l'ai déjà dit ici sur ce plateau, il y a beaucoup de vecteurs. Il y a le vecteur aérien, le vecteur maritime, le vecteur terrestre et le vecteur ferroviaire. Donc, il faut dire qu'au moment où le CTRI arrive, ce n'était pas rose, mais ça fonctionnait quand même. Et dans le fond, il y avait beaucoup de problèmes qu'il fallait régler. Et je pense qu'on a pris le problème à bras le corps. Et maintenant, on peut dire qu'il y a une embellie qui est là. Elle n'est pas encore totalement perceptible, mais elle est là. En somme, il faut dire que ça ne fonctionnait pas vraiment comme il fallait. Alors, en ce qui concerne le transport au Gabon, oui, il y a le secteur ferroviaire, mais je souhaite que l'on s'apaisantisse un tout petit peu sur les transports. Parlant de la Sogatra, récemment, on a vu cet audit qui a été lancé par la tutelle, donc le ministère dont vous avez la charge, qui a donné des résultats, laissant même comprendre qu'un certain nombre de manipulations de finances publiques étaient opérées dans cette entreprise. Aujourd'hui, quel est l'avenir que l'on donne à la Sogatra, après bien sûr cet audit? Bon, écoutez, il faut simplement révéler qu'il y avait quand même une ordonnance qui demandait la fermeture systématique de Sogatra. Les associés, au cours d'une assemblée, les actionnaires, autant pour moi, au cours d'une assemblée générale, avaient décidé qu'il fallait fermer la Sogatra. Ouais. Donc ce texte, nous l'avons privé. Je crois que mes prédécesseurs ont certainement hésité quant à le faire parce qu'on aurait vécu une grosse situation de chômage quand même. Et au moment où nous arrivons, le marasme financier que connaissait l'entreprise, avec la surpopulation, déjà, ne laissait présager rien de bon. Et cet audit, effectivement, a permis de comprendre que, dans le fond, on n'était pas obligé de fermer la Sogatra, mais qu'il fallait simplement restructurer et puis revoir certains modes opératoires. L'audit a révélé quoi? L'audit a révélé que, premièrement, on n'était pas obligé de fermer Sogatra. Oui. Il fallait simplement maîtriser la masse salariale. Et on a amené des experts de la fonction publique qui ont repris en compte avec des programmes logiciels adaptés, ce qu'il y avait comme masse salariale. Et aujourd'hui, donc, on a renfloué un petit peu les caisses, on a retrouvé un peu d'argent qui se perdait ça et là. Et par exemple, il y avait des personnes qui étaient en retraite, qui auraient dû être en retraite depuis longtemps, mais qui étaient encore sous sol. Bon, on a géré tout ça. Il y avait aussi, par exemple, un bicéphalisme de forme qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire qu'on avait un chef de service normalement dans l'organigramme, mais à côté, il y avait un autre chef de service qui avait le salaire aussi. Donc, il a fallu recomposer tout cela et au final, on a pu quand même sauvegarder pratiquement, je peux dire, 140 millions de francs CFA par mois parce que l'aide au développement, l'aide au soutien de la Sogatra que l'État donnait était reparti en prime, je peux dire prime, depuis la période Covid. Donc aujourd'hui, on s'est assis avec les partenaires sociaux. Ils ont convenu que cet argent donné par le gouvernement devait plutôt servir à restructurer l'entreprise. Et on s'est accordé, on a fait un procès-verbal de conciliation, une réunion. Ils ont accepté tous à l'unanimité que désormais, ce fonds spécial mis en œuvre par l'État devait servir pour restructurer la Sogatra. Pourquoi c'est prometteur? Parce qu'à partir de là, on peut mettre une convention, acquérir de nouveaux matériels, et je dois revoir avec mon collègue de l'économie et des comptes publics pour voir dans quelle mesure on peut effectivement remettre en route un autre prêt de façon à ce qu'on puisse équiper des meilleurs moyens, des moyens plus modernes, des bus, afin que Sogatra redémarre convenablement. Pour ainsi dire, ils sont tentés de revoir les statuts. D'accord. Et nous allons écrire au tribunal pour dire que non, on ne peut pas fermer parce qu'il y a de l'emploi qui est là. Donc c'est un peu ça la Sogatra aujourd'hui. Monsieur le ministre, peut-être une dernière question là-dessus. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, la Sogatra, c'était quasiment plus de 300 employés, sans affectation véritable, mais qui existaient justement dans les chiffres en matière de ressources humaines de cette entité. Quel avenir, par exemple, pour cela?
Bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a un redéploiement qu'il faut faire. D'accord. Il va falloir qu'on pense à l'intérieur du pays, Oui. déjà. Et puis, en fait, comment appréhender cette donne? Elle est tout à fait différente. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont là, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a du travail. Il faut faire un renforcement de capacité. Il faut les orienter vers les métiers propres au transport, propres à la conduite de bus, par exemple, à l'entretien et autres. Donc, je crois qu'il y avait un désœuvrement qui était là parce que ces personnes ont été embauchées, mais pas forcément dans la spécialité du transport. Donc, on redéploie, il faut former pour qu'ils soient utilisés, parce qu'on va en avoir besoin bientôt. Si on acquiert de nouveaux bus, eh bien, ils vont travailler. Et si on envoie des bus à l'intérieur du pays, il faut évidemment déployer du personnel pour les entretenir. Votre département ministériel est assez vaste, puisque, vous le disiez d'ailleurs d'entrée de jeu, il y a le côté ferroviaire, il y a l'aviation civile, par exemple. On peut également en parler, mais ce qui nous intéresse de ce côté-là, c'est cette formation, ce concours de l'ANAC. Qu'en est-il aujourd'hui? Bon, avant le concours, on a mené d'abord des investigations pour savoir si on pouvait former. On s'est rendu compte qu'il y a certaines écoles nationales à vocation régionale ou sous-régionale qui n'acceptaient plus les Gabonais. Donc, il va falloir... On a mené une étude pour nous rendre compte que l'âge moyen d'un Gabonais qui a fait une école d'aéronautique civile était pratiquement entre 45 et 55 ans. Donc, ça veut dire que c'était un métier plus ou moins en déclin. Oui. Et c'est comme ça que la direction générale a été commanditée par nos soins afin de voir dans quelle mesure on peut re-signer des contrats avec des pays environnants qui forment, et surtout avec l'ANBG au Gabon. Donc, l'ANBG a ouvert les portes, et puis on s'est compris. Et c'est un métier en pleine redynamisation. Mais en fait, ce qui est important dedans, c'est quoi? C'est qu'il y a ce qu'on appelle l'école africaine et mauricienne d'aéronautique civile, qui est à Niamey au Niger, qui est une école nationale à vocation sous-régionale, où on ne pouvait plus former parce qu'on ne payait pas nos contributions. D'accord. Voilà. Et là, cette année, la ristourne de la SECNA vers le Gabon, je l'ai prise, j'ai décidé qu'on la renvoie à l'EAMAC. Donc, on a versé un certain montant d'argent, c'est ce qui nous conforte à organiser ce concours, parce que nous savons qu'il y a un centre d'accueil qui va accueillir des Gabonais dans les jours à venir. Et désormais, le problème, il est réglé. Le problème est réglé. Maintenant, il va falloir mettre plus de moyens. Là encore, c'est avec l'économie et l'économie publique pour voir dans quelle mesure on peut ouvrir une autre école où on doit verser de l'argent pour qu'on forme plus de Gabonais. Et déjà, avec la nouvelle compagnie nationale et tout le tissu aérien qui se redéveloppe, il va falloir qu'on forme à nouveau des cadres dans ce domaine-là pour le rendre plus effectif et le rendre plus robuste. Monsieur le ministre, il y a une autre question, et je vous la pose également. Les Gabonais confondent un tout petit peu marine marchande, marine nationale. Lorsqu'on parle du ministère des Transports, de la marine marchande et de la mer, qu'entend-on par là? Surtout en faisant ce lien, marine nationale, marine marchande. D'accord. Effectivement, il y a un gros distinguo à faire. D'accord. À la base, c'est vrai, c'est la mer. Il y a la navigation, il y a des métiers propres à la conduite du navire, comme on peut les appeler ainsi. Ouais. Le marin marchand peut aussi bien piloter un navire comme le marin militaire. La différence, c'est quoi? C'est que la marine marchande, comme le mot l'indique, il y a marchande. Donc, la marine marchande va s'occuper de tout ce qui est commerce, de tout ce qui est surtout textes internationaux et textes nationaux, la réglementation, l'utilisation des lois, la mise en place des lois, ça va être du domaine régalien de la marine marchande. Tout ce qui est pilotage, par exemple, ça va du domaine de la marine marchande. Les centres de sauvetage général, le plus souvent possible, sont du domaine de la marine marchande. Mais à la base, c'est les mêmes principes de formation quand on parlera de navigation au sens propre du terme. Maintenant, la marine nationale, elle va s'occuper de la défense de la côte. Donc, c'est le bras militaire maritime de l'État. Donc, eux, ils vont s'occuper spécialement de protéger, de surveiller l'intégrité territoriale sur un plan maritime. Oui. Ils vont lutter, par exemple, contre la piraterie et les actes de grand banditisme en mer. Et ils vont aussi faire de la souveraineté, parce qu'un bateau militaire battant pavillon gabonais ou d'un État qui se déplace, c'est tout le territoire qui se déplace. Donc, c'est fondamentalement la différence qu'il y a entre ces deux entités, même si on croit quand on croit que c'est la même chose, mais dans le fond, non, ce n'est pas la même chose. Et puis les marins militaires, eux, ils vont embrasser le métier des armes, ils vont apprendre à utiliser des missiles quand il y en a, de l'artillerie et certains autres aspects qui sont proprement liés
à la défense stratégique côté maritime d'un État. Alors, dites-nous, est-ce que le Gabon dispose d'un registre international en ce qui concerne la navigation maritime? Ah, ça c'est la bonne question. En effet, oui. Et je crois à ce propos qu'on n'a pas suffisamment communiqué et donc le public gabonais n'est pas informé. Mais il faut dire que le Gabon dispose d'un registre international du navire. Il y a eu une ordonnance qui avait été prise en août 2011 et un décret a été mis en place le 4 novembre 2013 donnant le droit au Gabon, donc à la marine marchande, de se doter d'un registre international du navire. Il faut d'abord expliquer c'est quoi le registre Justement, international. j'allais vous le demander. D'accord. Quand on parle. D'accord. Alors, il faut expliquer c'est quoi le registre international du navire. Ça veut dire que il y a deux situations. Il y a ce qu'on appelle l'état du port et l'état du pavillon. C'est-à-dire qu'un bateau peut avoir une nationalité. Il peut être fabriqué dans un pays X, il peut appartenir à un citoyen de cet état X. On va appeler ça l'état du port. Maintenant, le bateau peut battre pavillon du pays qu'il apprécie le mieux. Ça va être l'état du pavillon. C'est ici où des pays se permettent d'avoir ce risque international pour faire flotter leur pavillon sur des bateaux. Donc, des bateaux peuvent battre pavillon d'un État. On a le cas du pavillon libérien qui est pourtant basé aux États-Unis, monté par un consortium américano-libérien, et pourtant il bat pavillon d'un pays africain. Vous avez des pays comme le pavillon de Malte. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui, ils battent pavillon. À côté, près de nous, il y a le Togo qui a aussi ce risque international du navire. Donc, oui, le Gabon a un pavillon international. Et il faut comprendre aussi que ça peut générer des devises quand c'est bien entretenu, ça peut générer de nouveaux métiers quand c'est bien entretenu, ça fait une ouverture quand c'est bien entretenu. Et aujourd'hui, par exemple, il y a ce qu'on appelle la règle des 40-40-20 de la CNUSED qui n'est pas bien appliquée au Gabon parce qu'il faut le reconnaître, notre pavillon, il est naissant, il est jeune, il faut qu'on le travaille. Ça génère de l'emploi aussi quand on a un pavillon international. Alors, dites-le nous dans un langage un peu plus simple. Parce que oui, battre pavillon, on l'entend bien, mais pour le Gabonais de Kingele, de Mayumba, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce à dire qu'il faudrait avoir le drapeau gabonais qui flotte sur son bateau? C'est cela? Voilà, c'est cela. Quand un bateau a signé un registre, donc il a l'autorisation d'arborer le pavillon de ce pays. Donc, en l'espèce, il y a des bateaux à l'étranger, dans le monde entier, qui ont un pavillon vert, jaune, bleu qui flotte parce qu'ils se sont inscrits au registre international du navire gabonais. Alors, lorsqu'un bateau a le pavillon vert, jaune, bleu qui flotte, quelles peuvent être les sanctions au cas où, pour des cas de piraterie maritime par exemple, comme cela a été évoqué depuis ces 20 dernières années, si celui-ci est impliqué dans ce genre de situation? Quelles peuvent être les sanctions? Comment alors procéder, puisqu'il peut se retrouver au large des côtes amérindiennes, ou je ne sais pas, et puis là-bas commettre des forfaits? C'est vrai, il arrive qu'un navire battant pavillon d'un pays puisse être impliqué dans une affaire de piraterie. Eh bien, c'est très simple, on lui retire le pavillon et on le met sous quarantaine, et c'est ce qui se passe. Mais c'est spécifiquement appliqué au navire. C'est comme un contrevenant, simplement qui ne respecte pas la loi, et on le met en marge des instances, et il est puni, tout simplement. Mais il y a eu des cas comme ça observés à travers le monde, mais pour le cas du Gabon, est-ce qu'il existe des sanctions, à proprement dit? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une pléthore de sanctions, jusqu'à allant même au retrait total du pavillon ou de la nationalité. Il y a une pléthore de sanctions. Maintenant, je vais vous prendre un exemple. Plus près de nous, il y a un bateau qui battait pavillon gabonais qui, en 2020, avait été accusé d'avoir été dans les eaux libyennes et prendre du carburant interdit parce qu'à l'époque, la Libye, autant pour moi, était sous embargo. Mais il n'en était rien pourtant. Et il y a eu des sanctions. On nous a demandé, les Nations Unies nous ont demandé de retirer systématiquement le pavillon et de l'exclure de notre liste. Mais on a vérifié avec les instruments satellitaires. Ce bateau n'avait jamais été en Libye, à Benghazi. Donc cette affaire a été close. On a répondu aux Nations Unies en disant que ce bateau n'avait jamais été là-bas. Donc oui, ça arrive. Mais d'ailleurs, je vais vous dire, en l'espèce, pour ceux qui ont été déjà immatriculés au Gabon, il y a 9 navires qui ont été dans des situations similaires. On leur a purement et simplement retiré notre pavillon et exclu de nos listes.
Donc, il y en a 9 dans le cas. Et en l'espèce, il n'y a pas que les cas d'infraction. Il y a eu des cas d'accident. Il y a 7 navires au total qui avaient été immatriculés, qui ont eu des accidents dans le monde. Mais seulement, qu'est-ce qui est bien de comprendre, de savoir, c'est que dans cet accord, il y a l'État du port qui garde certaines prérogatives sur son navire et l'État du pavillon n'assure que certaines responsabilités qui sont du domaine, je veux dire, diplomatique, de rayonnement. Alors, selon certaines de nos sources, le Gabon disposerait, sinon votre département ministériel disposerait d'environ 560 millions de francs CFA, des bénéfices, bien sûr, issus d'une compagnie basée à Dubaï. Peut-être nous éclaircir. J'aimerais vous demander comment vous avez la précision du montant. C'est aussi ça notre rôle, Monsieur le ministre, de pouvoir enquêter, investiguer sur certaines situations à cette ère de transition. Comment allez-vous utiliser ces fonds? Sont-ils déjà en votre possession, Monsieur le ministre? Très bien. Alors, il faut qu'on aille à la base. D'accord. Il faut dire que le pavillon gabonais est mis en place en 2013. Oui. Mais en 2013, les conditions ne sont pas réunies, en effet, pour que des fonds commencent à être rapatriés. Voilà. Donc, en 2013, il a prospéré. Notre partenaire s'appelle Intershipping et il y a un consortium. Pour vous dire, Intershipping ne peut pas immatriculer un bateau s'il ne l'envoie au Gabon. Il faut qu'il envoie tout le détail au Gabon, on regarde. Et nous, on s'appuie sur ce qu'on appelle la liste OFAC. La liste OFAC, c'est une liste dressée par les Américains qui liste tous les bateaux qui sont en infraction, qui ne sont pas à même d'être immatriculés. Voilà, donc on suit cette liste-là. Et quand un bateau est indélicat, on refuse automatiquement l'immatriculation. Maintenant, quand le bateau est immatriculé, il paye des frais. Il paye des frais pour cette immatriculation. Et en l'espèce, pour le Gabon, aujourd'hui, je crois que nous avons à peu près 390 bateaux immatriculés, mais ça ne rapporte pas beaucoup parce que notre pavillon est encore jeune. Un pavillon, ça se travaille. Il faut des inspecteurs, il faut de la rigueur, il faut de l'attractivité. Donc, c'est peut-être un peu l'écueil que nous avons pour n'avoir que 390 bateaux, comparé au pays comme un pays comme le Libéria qui a pratiquement 1000 et sinon plus bateaux. Et ça génère des devises. D'accord. Et en l'espèce, depuis que l'OCTRI a été mis en place, connaissant plus ou moins la problématique, et nous sommes entrés en contact avec Intershipping, notre partenaire, on a ouvert un compte. Le ministre de l'économie nous a ouvert un compte au CDC et on a demandé à Intershipping, ils ont transféré les fonds et je crois hier soir même, il y a une deuxième partie du transfert qui est arrivée. Et quant à comment les utiliser, eh bien, je vais vous dire, ce n'est pas un secret, la marine marchande n'a jamais eu un siège. D'ailleurs, comme le ministre des Transports, ils n'ont jamais eu un siège approprié. Donc, en l'espèce... Non, Monsieur le ministre, on va y aller doucement tout de même. Vous me permettrez. Vous êtes en train de nous dire qu'actuellement, vous disposez de ces 500 et quelques millions de francs CFA. Nous en disposons. Ils sont dans un compte au CDC et j'ai obtenu de l'aval du chef de l'État et du Premier ministre que nous puissions construire ou commencer les travaux d'un siège pour la direction générale de la marine marchande, parce qu'il faut qu'elle soit justement attractive pour développer ce registre et qu'elle soit sereinement installée pour accomplir d'autres missions importantes pour le pays. Oui, les fonds sont au Gabon et on va les utiliser pour construire un siège. Alors, vous allez utiliser ces fonds pour construire un siège. Mais à côté de cela, est-ce qu'il n'existe pas d'autres difficultés trouvées au sein de la marine marchande qui nécessitent un regard plus accru actuellement? Alors, oui, il y a beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils ne vont plus en formation. Non, il n'y a plus de formation en termes de marine marchand, administrateur des affaires maritimes ou pilote. Il n'y en a plus de formation. Donc ça, c'est un problème. Le renouvellement des cadres a été pratiquement laissé pour compte. Et nous avons réécrit aux instituts, aux universités, pour qu'on puisse avoir de nouveau des places. Donc, on attend d'être servi à ce niveau. Ça, c'est un gros problème. Un autre problème fondamental, c'est quoi? C'est qu'on a eu ce qu'on appelle l'audit IMSAS, je crois bien en 2017, et je faisais partie de ceux qui avaient été audités. Et le Gabon s'est retrouvé inopérant sur environ 23 ou 24 dispositions des Nations Unies, donc de l'OMI en termes du domaine maritime. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut être bloqué, notre port peut être interdit, par exemple, s'il ne satisfait pas aux conditions normatives. Donc, il va falloir corriger ces écarts, ce qu'on appelle les écarts. Donc, mais c'est quand même 23.
et 23 regroupés dans environ 7 à 8 textes. Donc, il faut les travailler. Il faut les passer dans toutes les instances nationales pour qu'ils aboutissent et qu'on reprenne ces lois qu'on les signe. Ça, en termes de texte, c'est vraiment fondamental. Et puis, bon, il y a d'autres problèmes mineurs qui sont là que je ne trouve pas peut-être nécessaire de détailler ici, mais fondamentalement, c'est deux gros problèmes. La formation, le renouvellement des cadres et ces textes, parce que la Marine nationale, c'est les textes, et nous sommes en train de travailler dessus. Je pense que dernièrement, on a pu passer déjà 3 ou 4 textes, et puis on avance. Il n'y a pas que nous, il y a d'autres départements aussi qui ont des textes à passer à la réforme, donc on va doucement, doucement. Alors, qu'en est-il de la marine marchande à l'échelle nationale aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour qu'en réalité, quand on va à l'intérieur du pays, on peut retrouver la marine marchande revêtue de ses meilleurs mécanismes de fonctionnement? Il y a des délégations. D'accord. Il y a des délégations ici. À Libreville, il y a une délégation. À Mawimba, il y en a une. À Port-Gentil, il y en a une. Et dans une moindre mesure, à Lambaréné. Il y a des délégations partout où il est besoin. Mais comme je vous disais tantôt, si déjà Libreville n'a pas de siège, il est difficile d'aller à l'intérieur du pays et de trouver des sièges à la marine marchande. Pourtant, il en faut, parce que c'est là, il faut qu'ils soient visibles pour aller travailler convenablement. Je vais vous dire, ils n'ont pas toujours les moyens pour aller vérifier sur les plateformes pétrolières, parce qu'ils doivent aller regarder la conformité des textes. Justement, j'allais y arriver, justement, Monsieur le ministre. Oui. Bon, mais je vous laisse la question alors. Non, voilà, comment font-ils, par exemple, pour ceux qui sont à Mayumba, dans cette partie du Gabon, pour aller vérifier la conformité, par exemple, de plateformes pétrolières? Bon, parfois, ils sous-traitent avec la Marine nationale. D'accord. Qui a des moyens un peu plus hauturiers. Des fois, ils prennent des pirogues de haute mer et puis ils vont, ils regardent et puis ils reviennent. Ils le font quand même. Et c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, on essaie de faire la jonction avec la Marine nationale pour qu'ils travaillent de manière transversale, par effet de mutualisation, pour que ces missions s'exécutent convenablement. Et il y a une très bonne relation actuellement entre le directeur général de la Marine marchande et le chef d'état-major de la Marine nationale. Et donc, vous rassurez les personnels de ce département ministériel concernant surtout le pan marine marchande qu'un siège verra bientôt le jour? Je peux rassurer qu'un siège verra bientôt le jour. Oui, ça c'est vrai. Sinon, on ne l'annoncerait pas, aux médias. Oui, un siège va bientôt voir le jour. Quels sont les délais de construction? Est-ce que vous avez déjà une estimation? On n'a pas encore une estimation. On a confié le dossier à des architectes. Je pense que d'ici la fin du mois de février, on devrait avoir tous les résultats. Et dès que tout est mis en place, on s'adresse aussi aux banques. C'est possible. Ils ont dit qu'ils vont accompagner. Donc, à partir de là, on lance la construction. Je pense qu'à la fin de cette année, tout au plus, ce siège devait être terminé. On voit bien que votre ambition, c'est de redonner à la marine marchande son image d'antan. Mais que peut-on retenir, justement? Pas qu'à la marine marchande. À tout le département transport, on essaie d'apporter un élixir de jouvence, de redynamiser tout ce qu'il y a à faire, arrêter les saignées parce qu'il y a beaucoup de gabegie financière. On essaie de se battre pour que justement les usagers puissent payer dorénavant leur quittance au trésor public, parce que souvent il y a eu beaucoup de fiscalité. Et voilà ce qu'on fait. Il faut qu'on apporte cela au trésor pour qu'en retour, le trésor reverse à ce département pour qu'il puisse se développer convenablement. Donc, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas que la marine marchande, c'est aussi autant le domaine routier, le domaine ferroviaire, le domaine aérien. Mais vous me permettrez de vous titiller, Monsieur le Ministre, nous sommes arrivés au terme de cette émission. La marine marchande aurait pu permettre également à l'État de faire de bénéfices. Mais en réalité, peut-on croire, serait-ce une erreur que de penser que de ce côté-là aussi, il y a eu beaucoup de gabegie financière? Il y a eu beaucoup de gabegie financière parce que je parle de la dématérialisation. En fait, dès lors que l'humain est au contact de l'argent, c'est un peu difficile. Alors nous pensons que si on met des régies et que l'argent est payé directement au trésor, on va diminuer la probabilité de perte par effet de malhonnêteté ou par effet de malgouvernance. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Vous êtes Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24, en espérant, Monsieur le Ministre, avec votre autorisation, recevoir, pourquoi pas, le DG de l'ANAC aussi pour nous parler de ce concours que vous évoquiez il y a quelques instants. J'y veillerai et je vous remercie beaucoup. Merci également à vous qui êtes restés des nôtres sur Gabon 24. L'actualité se poursuit. Au revoir.